Bonjour à tous et puis bienvenue dans cette session webinaire sur le traitement et le stockage sûr de l'eau à domicile. Donc, le traitement de l'eau à domicile fait partie d'un vaste sujet concernant l'approvisionnement en eau potable. Et dans cette session, aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects les plus courants du traitement de l'eau à domicile dans les situations d'urgence. Voici l'agenda du webinaire. Donc, on va aborder les points suivants aujourd'hui. Qu'est-ce que le traitement et le stockage sûr de l'eau à domicile? Qu'est-ce que l'approche multibarrière? Puis, on verra les différentes solutions de traitement et stockage de l'eau à domicile. Également, comment et quand, c'est-à-dire à quel moment opportun mettre en œuvre un programme de traitement et de stockage de l'eau à domicile. Et enfin, la mise à disposition des ressources techniques. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que le traitement de l'eau à domicile. Donc là, c'est illustré par quelques dessins sur la slide. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un processus et non pas seulement d'une technologie. Donc, c'est un processus de traitement qui est similaire à celui d'un système centralisé de traitement de l'eau potable, mais qui est mis en œuvre au domicile des utilisateurs par eux-mêmes et pour améliorer la qualité de l'eau qu'ils vont consommer. Donc, qu'est-ce que le stockage sûr de l'eau? Le stockage sûr de l'eau à domicile est l'utilisation déjà de récipients propres avec des couvercles et l'utilisation d'un bon comportement en matière d'hygiène qui empêche ainsi la contamination pendant la collecte, le transport et le stockage de l'eau dans la maison. Donc, il y a bien toutes les étapes qui sont concernées par le processus. Donc, l'eau, elle peut être contaminée à différents moments, au moment de sa collecte à la source, ou alors durant son transport, ou ensuite à la maison ou au foyer durant son stockage. Donc, il est important de comprendre comment cette contamination peut se faire lors de ces différentes étapes pour permettre de mettre en place les solutions qui vont permettre de prévenir cette contamination. Donc, dans la palette des options disponibles et qui seront à votre disposition en cas d'urgence, il y a deux solutions qui existent. Donc, la mise en place de traitements d'eau au point d'usage, c'est également appelé le traitement de l'eau à domicile. Ici, c'est illustré sur la gauche par l'utilisation de pastilles de chlore de type aquatable. Donc, on les appelle les pastilles aquatables qu'on met dans un jerrycan. Donc, en fonction de la contenance du jerrycan, on met plus ou moins de pastilles. Ou alors, la deuxième solution, c'est le déploiement de machines de traitement d'eau centralisées. Donc là, c'est ce qui est illustré à droite, avec, là, dans ce cas précis, une station M5, dont on a parlé précédemment, qui permet de produire de l'eau pour 5000 personnes. Donc, les avantages à utiliser une solution de traitement de l'eau à domicile sont le coût, qui est relativement faible pour les équipements et les consommables dont il y a besoin. Il y a également la capacité à le répliquer à très grande échelle, particulièrement si la technologie retenue elle est disponible dans la zone d'intervention, c'est-à-dire si par exemple vous pouvez vous en fournir au marché, c'est facilement réplicable et il n'y a pas besoin de beaucoup de personnel formé pour pouvoir le répliquer. Après, les inconvénients sont principalement que la responsabilité du traitement, elle est laissée aux utilisateurs, donc aux personnes eux-mêmes. Incorrectement utilisées, donc ces solutions de traitement de l'eau à domicile, elles auront une incidence directe sur la qualité de l'eau traitée. Ainsi, donc en cas de mise en œuvre, il faudra vraiment s'assurer de faire plusieurs formations et de réaliser un suivi rigoureux pour s'assurer de la bonne utilisation et de la bonne compréhension de la population. Et ça, c'est contraignant en termes de temps. D'accord? C'est assez chronophage de faire du traitement de l'eau à domicile, pas pour la technologie, mais effectivement pour tout le processus qui va avec, donc notamment la formation des populations. Après, pour les solutions centralisées, donc sur la droite de la diapositive, celles-ci, elles sont bien adaptées au contexte des camps, d'accord, des camps de réfugiés quand on arrive sur une zone sinistrée.
Donc, ces avantages sont que donc, le matériel, il est prépositionné par certaines sociétés nationales et donc disponible très rapidement. Quand vous arrivez sur place, certaines sociétés nationales ont déjà ce type d'équipement et donc ça peut être prépositionné. Et puis également, la qualité. Ça, c'est le gros avantage de cette solution. La qualité de l'eau fournie, elle est contrôlée par les personnes qui sont formées et qui sont sur place. Et ces inconvénients, donc là, on retrouve en premier lieu le coût, l'investissement financier qui en découle. Donc, par exemple, une station M5, comme on voit sur le schéma, ça coûte 60 000 euros. Donc, ça fait 7 millions environ de francs CFP. Donc, c'est conséquent. C'est difficilement réplicable. Le besoin d'avoir des opérateurs formés et compétents également pour faire fonctionner le système. Il y a également le besoin d'acheminer l'eau jusqu'au domicile des utilisateurs, donc toute la partie transport qui est également à réaliser. La faible capacité à répliquer le système et il n'y a pas de garantie vraiment fiable que l'eau consommée au domicile ait gardé sa qualité initiale, celle qui a été produite sur le site. On a vu dans les diapositives précédentes qu'il y a l'étape de transport puis l'étape de stockage au domicile. Ça, effectivement, on a moins de regard là-dessus avec un traitement centralisé. Voilà. Alors, maintenant, si on récapitule un petit peu la diapositive précédente, mais en se concentrant plus particulièrement sur les avantages et les inconvénients du traitement de l'eau à domicile. Donc, les avantages, on l'a dit, donc relativement bon marché, indépendant d'un système centralisé type une M5 ou une Nomade ou ce genre de traitement. C'est rapidement déployable. Ça améliore bien sûr la qualité de l'eau que les personnes vont boire. Ça réduit le risque de contamination lors du transport et du stockage grâce à la formation. Et il y a beaucoup de technologies qui sont disponibles. Donc, c'est assez varié comme méthode. Maintenant, les inconvénients. Donc, il y a une grosse responsabilité qui est laissée aux utilisateurs, des difficultés à faire le suivi de l'utilisation et de la maintenance. Et chaque utilisateur doit être formé et suivi. Donc, c'est coûteux en temps et en temps de suivi auprès des personnes. Et la qualité de l'eau peut être moindre que celle d'un système centralisé bien géré. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que la décision de déploiement des solutions de traitement de l'eau à domicile que vous allez voir dans la suite du webinaire, elles devront prendre en compte l'ensemble de ces facteurs. Voilà. Donc là, je vous propose de passer à cette diapositive sur laquelle on voit une frise en fait, de l'étape de catastrophe et où on se pose la question principale de quand mettre en œuvre le traitement de l'eau à domicile. Donc, avant la catastrophe, la partie gauche de la frise, des stocks de matériel de traitement d'eau à domicile peuvent être constitués. Les populations et les volontaires de la Société nationale, par exemple, peuvent être sensibilisés sur l'utilisation de solutions de traitement d'eau à domicile disponibles localement. Ensuite, lors de la réponse initiale, donc ce qu'on appelle la réponse initiale, c'est dans les 10 premiers jours qui suivent la catastrophe. La priorité, c'est de sauver des vies, d'accord ? On est vraiment là dans le début de l'action. Et donc, l'objectif des organisations, ça sera d'obtenir et de traiter rapidement des grandes quantités d'eau. Donc, on l'a vu dans le webinaire précédent, il est important de fournir en quantité de l'eau. Voilà. Ensuite, on arrive dans la phase, ce qu'on appelle la phase de transition, donc qui est comprise entre 10 jours et 6 semaines après la catastrophe. Donc là, le début et la durée de cette phase, ça peut varier considérablement en fonction des contextes. Et il peut être possible d'introduire le traitement de l'eau à domicile pendant la phase de transition, surtout dans les cas où la population en a déjà connaissance. C'est-à-dire si les personnes sont déjà sensibilisées à l'utilisation des aquatables, je pense par exemple au Bangladesh où tous les ans ils ont des inondations et ils savent utiliser l'aquatable, ou alors dans certains pays où les filtres en céramique existent déjà. Voilà, ça peut être un bon moment. Ou alors lors de la phase de reconstruction, donc là c'est 6 semaines après,
Donc là, le début de cette phase est un autre point d'entrée possible pour le traitement de l'eau à domicile, surtout si l'approvisionnement en eau, par exemple par camion-citerne, n'est plus assuré après cette période. Donc voilà, si les camions-citernes s'arrêtent pour diverses raisons, il est vraiment important lors de la phase de reconstruction de mettre en place donc, le TED, le traitement de l'eau à domicile, auprès de la population. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter le traitement de l'eau à domicile vu par le SPHER, les standards SPHER. Donc, on ne va pas revenir sur les standards SPHER pour la quantité et la qualité, mais uniquement les recommandations SPHER sur la mise en place d'une solution de traitement de l'eau à domicile, qui sont les suivantes. Donc, le traitement de l'eau à domicile est à mettre en place lorsqu'aucun système centralisé n'est disponible. Il faut aussi éviter de mettre en place une solution de traitement de l'eau à domicile qui est peu habituelle en situation de crise et d'épidémie. On ne va pas aller déployer, par exemple, des filtres céramiques dans une population qui n'a jamais utilisé ce type de technologie. Parce que là, on ne va pas atteindre notre objectif de traitement de l'eau. Ça va être beaucoup plus compliqué en termes de formation et de suivi auprès de la population. Ensuite, donc, je viens de le dire, il faut effectuer un suivi, une surveillance et un soutien régulier auprès des populations affectées. Et enfin, on peut utiliser l'arbre de décision donc, qui est donné à l'annexe 6 du manuel SPHER. Donc là, je vais vous détailler ça. Donc, pour l'arbre de prise de décision, vous pouvez vous référer donc, à cette annexe 6 de la partie gauche du manuel SPHER et vous répondez à des questions simples pour connaître les recommandations. Ici, dans notre exemple, vous allez voir les recommandations, elles ont été floutées. C'est volontaire, en fait, c'est pour se concentrer sur le raisonnement, car les technologies, elles vont être abordées dans la suite du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est flouté à l'écran, c'est volontaire. Donc voilà, on se pose des questions simples et où les réponses sont par oui ou par non. Donc la source est-elle contaminée? Utilisez-vous des produits commerciaux de traitement de l'eau dans l'intervention humanitaire? Oui ou non? Le pré-traitement, l'eau est-elle boueuse ou laiteuse? Oui ou non? Désinfection, a-t-on facilement à disposition du bois ou une autre source de chaleur? Oui ou non? L'eau est-elle boueuse? Oui ou non? L'eau est-elle laiteuse? Oui ou non? Et voilà, et en fonction de ça, vous avez un arbre de décision qui se dessine avec des recommandations qui sont données par le manuel SPHER. Voilà, maintenant je vais passer aux règles d'or. Donc il y en a deux, elles ne sont pas compliquées, mais il faut toujours les avoir bien en tête. Donc la règle d'or numéro 1, on ne saurait trop insister sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de distribution sans formation. C'est obligatoire. Donc, personne ne devrait recevoir d'articles de traitement de l'eau à domicile sans les moyens et les formations nécessaires pour les utiliser. Les distributions à grande échelle de produits de traitement de l'eau à domicile coûtent cher. Donc, ça veut dire que si les gens ils n'utilisent pas les produits qu'on a distribués ou que alors ils ne les utilisent pas correctement, nous gaspillons l'argent. D'accord? Donc, il faut faire attention à cette formation. Et pire encore, donc ça serait que les personnes qui sont touchées peuvent boire de l'eau qui serait insalubre ou insuffisamment traitée ou mal traitée et du coup risqueraient d'être malades, voire de mourir. Donc il y a vraiment une importance là-dessus. On voit sur le dessin, donc si on touche une grande communauté, on fait des réunions on va dire communautaire par groupe de personnes et on informe la population et on fait un suivi de cette formation. La règle d'or numéro 2, donc voilà, j'ai précédé, c'est qu'il n'y a pas de distribution sans suivi. Donc après une distribution, que ce soit des aquatables, des filtres, toutes les dispositions que vous aurez choisies, il faut organiser rapidement la visite d'un échantillon représentatif de la population pour mesurer l'utilisation et l'acceptation du système de traitement d'eau distribuée.
et effectuer aussi des analyses de la qualité de l'eau pour vérifier l'efficacité et la bonne utilisation du système. Donc là, vous voyez sur la photo des personnes qui sont en train de faire donc des analyses de qualité de l'eau traitée. Donc, c'est des mallettes. Là, c'est la mallette Delagua, je crois. On devine des boîtes de pétri. Et donc, tout est disponible dans cette mallette pour faire l'analyse de la qualité de l'eau et ainsi voir si le traitement de l'eau à domicile qu'on a mis en place est bien utilisé par les populations. Voilà. Ensuite, sur la gauche, on vous a mis le logo, en fait, Kobo Toolbox. Donc, Kobo Toolbox, qu'est-ce que c'est? C'est un outil gratuit qui a été créé par le monde humanitaire pour le monde humanitaire, donc qui permet de collecter un certain nombre de données offline. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une région ou dans une zone où vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez quand même collecter vos données et ensuite les exporter dès que la connexion Internet sera disponible vers un serveur, en fait. Donc, ça permet, je ne vais pas non plus trop détailler la technologie, mais je vous invite à aller voir sur Internet. Si vous tapez Kobo Toolbox, vous allez trouver le lien vers le site correspondant. Ça permet notamment de créer des questionnaires personnalisés, de remplir ces questionnaires au fur et à mesure que vous vous déplacez chez les gens. C'est notamment génial avec un smartphone parce que vous pouvez en plus prendre des points GPS, prendre des photos, par exemple, si vous vous rendez chez quelqu'un et dans votre questionnaire, il y a marqué quel est le type de traitement de l'eau à domicile qui est utilisé. Ben, vous pouvez prendre en photo, par exemple, le filtre céramique ou prendre en photo les tablettes d'aquatable qui sont là. Et tout ça, ça va être enregistré sur le Kobo Toolbox et ensuite, vous pourrez traiter vos données une fois que vous serez retourné au bureau ou à la base. Voilà, il y a aussi tout un tas de bases de données qui existent déjà. Comme je disais, c'est un outil qui a été créé par les humanitaires pour le monde humanitaire. Donc, il y a déjà tout un tas de questionnaires qui ont été créés par d'autres avant vous et que vous pourrez adapter ou dont vous pourrez vous inspirer. Voilà, je pense avoir fini pour la partie d'introduction et je vais laisser la main maintenant à Simon, sauf si vous avez des questions. Je vais laisser la main à Simon. Merci Chloé. En fait, avec le problème de connexion de Simon, je vais remplacer Simon. Ok, alors on va tester un petit quelque chose sur les pathogènes de l'eau. On a vu dans le webinaire numéro 1 la liste des pathogènes de l'eau qui pouvaient être à l'origine des maladies liées à l'eau. Donc là, on va vous faire un petit questionnaire. Donc là, vous avez accès normalement à la question sur votre écran. Quelles sont les différentes catégories de pathogènes contenus dans l'eau que vous connaissez? Donc, vous avez plusieurs propositions. Donc, normalement, vous êtes à même de pouvoir cliquer sur les options. Donc, on a 22 personnes présentes. Pour l'instant, il y en a 15 qui ont voté. Allez, encore 10-15 secondes. Bactéries, éléments chimiques, protozoaires. Les poules, non. Les mycoses, pas trop. Les tiques, les virus, oui. Les moustiques, non. Alors, on va voir ça maintenant. Donc, on avait vu les 4 catégories protozoaires, bactéries, virus et éléments chimiques. Commençons par les protozoaires. Sur des exemples de protozoaires, nous avons les amibes, le cryptosporidium qui crée la cryptosporidiose, ça ne s'invente pas, mais qui est une maladie diarrhéique, la giardia qui cause la giardiase. Donc on voit la taille de ces protozoaires sont considérées comme grosses par rapport aux autres et on est autour de 10 microns. Ensuite, on a les bactéries comme le Vibrio cholera ou Escherichia coli avec une taille considérée comme moyenne de 1 micron. Ensuite, on a les virus, notamment les différents rotavirus, hépatite A, E, polio. Ceux-ci sont plus petits d'une taille de 0,1 micron. Et enfin, on a les éléments chimiques comme l'arsenic, le fluor, où là, on va être une beaucoup plus petite taille de 0,001 micron. Donc, si je voulais juste un élément de comparaison, la taille d'un cheveu, c'est 50 à 100 microns. Donc, en conclusion,
il y a plusieurs types de pathogènes différents avec des tailles et des résistances particulières. Donc, on devra adapter notre traitement pour les éliminer au mieux. Dans le cas de l'eau de boisson traitée et stockée à domicile, une combinaison de facteurs peut entraîner une ingestion d'eau contaminée. Les paramètres sont premièrement des mauvaises pratiques, plus une formation et des connaissances insuffisantes en traitement de l'eau à domicile et stockage sûr. Ensuite, nous avons des récipients de stockage pas sûrs. Et enfin, une responsabilisation des utilisateurs qui n'est pas présente. Donc tout ça, en fait, l'accumulation de tous ces facteurs va nous donner la diarrhée. Donc même si aucune approche ne garantit une protection à 100% en tout temps, il a été démontré que le moyen le plus efficace de garder l'eau potable propre et sûre est de mettre en œuvre une approche multibarrière. Les obstacles à la transmission des matières fécales peuvent être des contrôles physiques ou, comme on le voit ici, comportementaux. L'approche multibarrière consiste à intervenir à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et de traitement de l'eau de boisson afin de minimiser les risques de contamination de l'eau. Suivant la qualité initiale de l'eau, différents processus de traitement complémentaires pourront être appliqués. Le premier, la protection de la source. Donc, que peut-on faire pour protéger une source d'eau telle qu'un puits? On peut, par exemple, éviter de construire des toilettes à proximité. On peut construire une margelle et une dalle pour éviter les infiltrations. On peut l'équiper d'une pompe à main et fermer le puits pour éviter d'avoir à éponger un seau et donc de contaminer l'eau du puits. La sédimentation, la filtration et la désinfection constituent le traitement. Et le stockage sûr est nécessaire pour éviter une contamination après le traitement. Comme brièvement vu lorsque l'on parlait de sphère, l'arbre de décision de l'annexe 6 permet d'identifier des solutions de traitement d'eau adaptées à chaque situation. Il est à noter qu'il n'existe pas une seule solution, mais plusieurs qui seront à discuter avec les personnes affectées en fonction de ce qui est disponible sur le marché, en fonction de ce qu'ils connaissent déjà et aussi en ce en quoi ils ont confiance. Donc, on va voir maintenant toutes les ramifications de cet arbre. Chacune des méthodes mentionnées dans cet arbre sera revue en détail par la suite. Donc, on va repartir. Est-ce que la source d'eau est contaminée? Oui. Y a-t-il des produits de traitement d'eau disponibles sur le marché ou auprès de partenaires humanitaires? Non. Dans ce cas-là, est-ce que l'eau est boueuse? Si l'eau n'est pas boueuse, est-ce qu'il y a du bois ou d'autres sources de chaleur disponibles? Non. Dans ce cas-là, on va prévoir la désinfection solaire ou la filtration basique. Dans le cas où l'eau est boueuse, on va promouvoir la sédimentation avec les 3 pots. Dans le cas où il y a du bois ou d'autres sources de chaleur disponibles, on va pouvoir faire la promotion de l'ébullition en prenant en compte quand même l'aspect négatif de la déforestation. Maintenant, s'il y a des produits de traitement d'eau disponibles sur le marché, est-ce que dans ce cas-là, l'eau est boueuse? Oui. On va prévoir la sédimentation ou la filtration si ces produits sont existants sur le marché. Dans le cas où l'eau n'est pas boueuse, est-ce qu'elle va être trouble? Non. Dans le cas où elle ne va pas être trouble, dans ce cas-là, on va pouvoir promouvoir l'utilisation de désinfectants chimiques, le chlore, par exemple, les comprimés d'aquatable que Chloé a mentionné précédemment. Et si l'eau est trouble, dans ce cas-là, on va pouvoir la filtration ou la désinfection chimique qui combinera flocculation et chloration. Voyons maintenant la première étape du traitement qui est la sédimentation. La sédimentation, c'est un processus de traitement physique permettant aux particules en suspension de tomber au fond du récipient. Comme nous l'avons vu lors du précédent webinaire, cela peut se faire avec de la patience, c'est-à-dire par décantation, ou par l'ajout de coagulants. Donc la plupart du temps, il s'agit de produits chimiques, mais il existe aussi des coagulants naturels, comme on l'a vu. Donc il est important de garder à l'esprit
que l'eau qui a été rendue claire par la sédimentation n'est pas sûre. Elle doit être encore filtrée ou désinfectée pour éliminer les micro-organismes pathogènes. Cependant, rendre l'eau sale claire rendra sa filtration et sa désinfection plus efficaces. La méthode des 3 pots. C'est une méthode qui utilise la sédimentation naturelle. Donc, c'est un moyen qui favorise la sédimentation. Cette méthode réduit la saleté et les germes pathogènes en stockant l'eau dans des récipients, en permettant à la saleté de se déplacer et en déplaçant l'eau propre vers différents récipients au fil du temps. L'eau sera versée délicatement dans le pot 1, puis transvasée chaque jour vers le pot 2, puis du pot 2 vers le pot 3, et donc qui aura l'eau la moins turbide. Maintenant, un conseil, si l'eau est turbide, passez-la systématiquement dans un linge de coton propre, replié plusieurs fois sur lui-même. Cela améliorera l'efficacité des traitements ultérieurs. La deuxième option, c'est la sédimentation chimique. Donc, des coagulants peuvent être aussi ajoutés pour accélérer la sédimentation. Ces produits chimiques encouragent la sédimentation des particules en suspension, formant des particules plus grosses qui précipitent. Elles seront ensuite retirées par décantation ou filtration. Des exemples de coagulants chimiques sont le sulfate d'aluminium ou le sulfate de fer. Nous avons vu ces deux produits lors du webinaire précédent. Chacun sera utilisé sur des plages différentes de pH. Nous avons à l'écran à droite 2 produits, les sachets Watermaker et Pure, sont des exemples de produits chimiques combinés qui, eux, vont non seulement coaguler l'eau dans un premier temps, mais aussi désinfecter l'eau en même temps. Donc, dans ce cas-là, une fois que l'eau sera traitée, elle sera apte à la consommation. C'est précisément pour cette raison que ces produits chimiques sont pratiques, en particulier lors des inondations, car ils éliminent la saleté de l'eau, mais surtout, ils désinfectent en même temps. Il existe aussi des ingrédients naturels qui peuvent exister dans les endroits où vous allez, dérivés de plantes qui peuvent être utilisés comme coagulants, par exemple les graines de moringa ou le cactus de figue de Barbarie. Dans ce cas-là, fiez-vous aux connaissances des populations sur ces usages. Le principe de la coagulation. Le coagulant est ajouté à l'eau brute. Vous voyez sur le deuxième dessin à gauche, les particules en suspension vont s'agglomérer sur le coagulant, donc le coagulant qui sont les petites, le jaune. Ensuite, ces amas de particules en suspension et de coagulants, qui sont appelés les flocs, vont tomber au fond du réservoir au bout de quelques minutes ou au bout de quelques heures par gravité. Ensuite, l'illustration d'après, filtrez l'eau en utilisant un linge de coton pour éviter de transférer les flocs dans votre conteneur. Et un petit conseil, pour que la démonstration soit beaucoup plus spectaculaire, utilisez des seaux blancs ou transparents. Ce tableau reprend la comparaison entre les deux méthodes de sédimentation avec les avantages et les inconvénients. Les avantages de la méthode des 3 pots, c'est que c'est normalement du matériel simple et disponible chez les populations. Ça enlève les plus grosses particules d'une eau boueuse. Les avantages de la sédimentation chimique plus chloration, c'est la bonne qualité des traitements de la turbidité et des pathogènes. Et c'est l'effet rémanent du chlore empêchant les contaminations futures. Maintenant, les inconvénients pour la méthode des 3 pots, ça n'enlève pas les pathogènes. Il y a besoin d'une désinfection additionnelle, donc des comprimés de chlore par exemple, et c'est un processus qui est long. On a vu sur finalement 3 jours, un pot, on transvase le jour suivant. Les inconvénients de la sédimentation chimique, c'est un processus qui nécessite une formation si le produit n'est pas connu par les populations. Il y a un besoin de matériel et de consommables. Il y a le problème des dates de péremption de ces produits chimiques et aussi de la dangerosité potentielle des produits chimiques. Et là, je passe la main à
Pascal. Salut tout le monde. Vous avez juste à peine le temps de cligner 3 fois des yeux, puis on démarre. Ça y est? Prêt? Alors, la filtration. La deuxième étape du traitement qui est la filtration. Les filtres éliminent les particules en suspension et les pathogènes en les bloquant physiquement tout en laissant l'eau s'écouler. L'eau passe à travers un matériau tel que le sable ou la céramique et les pathogènes sont retenus dans le filtre. Il existe plusieurs solutions techniques qu'on va voir ensemble. Solution du filtre en tissu. Plus l'étoffe est tissée serrée, plus elle retiendra des particules. Si votre tissu n'est pas suffisamment serré, vous pouvez le plier en plusieurs fois, en pliant le tissu, paréo ou vêtement, par exemple, en 4 couches. Ça réduit le nombre de bactéries dans l'eau d'un ordre de grandeur de 90%. C'est la méthode la plus basique, mais aussi la moins efficace. Deuxième méthode, le filtre à sable, le même qu'on peut utiliser quand on a une piscine ou qu'on a une piscine dans les environs. La filtration sur sable, c'est une option de pré-traitement simple et rapide qui réduit la quantité de particules en suspension dans l'eau et rend la désinfection plus efficace. Plus le sable sera fin et plus la hauteur de celui-ci sera importante, meilleur sera le traitement. Il est à noter que cette technologie est efficace pour traiter la turbidité, mais assez peu efficace contre les pathogènes. Le filtre biosable, ou Biosand filter en anglais, ça porte un nom en allemand, le Schmutzdeck, que vous devrez épeler, mais plus tard, quand vous serez bien engagé dans la formation. C'est une méthode de filtration sur sable où le sable est toujours maintenu en eau, ce qui permet en quelques semaines à une couche de micro-organismes de se développer à la surface du sable. Les bactéries et les virus vont soit être retenus par les aspérités du sable et mourir de faim ou de vieillesse, soit être mangés par la couche vivante qui s'est développée. Mais pour que le système fonctionne de manière optimum, il faut que le filtre soit utilisé tous les jours, que le sable soit très fin, et il ne faut surtout pas mettre de chlore qui tuerait les micro-organismes de la couche de protection. Le système met entre 2 et 4 semaines pour atteindre son efficacité de traitement maximum. Ensuite, le filtre céramique de type pot. Ce filtre est généralement constitué d'argile, mélangé à un matériau combustible comme de la sciure de bois, et cuit ensuite aux environs de 860 degrés, 862 exactement. La sciure brûle en laissant de petites fissures et des pores suffisamment grands pour permettre le passage de l'eau, mais trop petits pour les bactéries et les protozoaires. Après la cuisson des filtres, ils sont soumis à un test de débit. Le débit doit être compris entre 1 et 3 litres par heure. Une garantie supplémentaire est l'application d'un peu d'argent colloïdal à l'intérieur et à l'extérieur du filtre qui agit pour tuer les virus et bactéries. Lorsqu'ils sont correctement fabriqués et utilisés, ces filtres peuvent produire une eau exempte de bactéries à 99,99% en utilisation normale. Ces filtres devraient être efficaces pendant au moins 2 ans. La durée de vie sera fonction bien sûr de l'entretien et de la turbidité de la source d'eau. Filtration, deuxième étape. Les filtres avec une bougie en céramique sont faciles d'utilisation et de maintenance. La bougie peut être allongée comme sur l'illustration ou hémisphérique dans d'autres cas. Ils filtrent efficacement les bactéries et les protozoaires, mais sont un peu moins efficaces sur les virus. En fonction de la turbidité de l'eau, la bougie va s'encrasser plus ou moins rapidement. Il faudra alors la frotter avec une brosse douce ou une éponge et la faire ensuite bouillir. Comme tous les systèmes de traitement d'eau à domicile ayant un réservoir de stockage d'eau traitée, il convient de nettoyer régulièrement celui-ci pour éviter la prolifération d'algues et de pathogènes. Par réservoir d'eau traitée, on entend le réservoir juste en aval de la bougie, du traitement avec la bougie. Ensuite, les systèmes de filtres à membrane.
sont les systèmes de filtres les plus performants en termes d'efficacité de traitement des pathogènes que sont les protozoaires, les bactéries et les virus. Suivant la taille des pores, on parlera de microfiltration, d'ultrafiltration, de nanofiltration ou osmose inverse. L'ultrafiltration est la plus adaptée en termes d'efficacité de traitement de l'eau. Les pores sont si petits que même les virus n'arrivent pas à passer. Les marques connues sont LiveStraw ou SkyJuice. Les pores de l'osmose inverse sont encore plus petits et ils ne laissent même pas passer les minéraux contenus dans l'eau, ce qui permet de dessaler l'eau saumâtre ou de mer. Par contre, pour fonctionner, il faudra mettre l'eau sous pression à l'aide d'une pompe ou en surélevant le réservoir d'eau à traiter. Pour l'entretien, lorsque les pores du filtre seront bouchés, ce qui est vérifiable en mesurant le débit aura donc diminué. Le débit diminue à partir du moment où les filtres s'encrassent. Il faudra faire alors un rétrolavage, c'est-à-dire faire passer la pression dans l'autre sens, de manière à nettoyer les filtres. Tous les produits disponibles sur le marché ont cette option. Comparaison des technologies de filtration. Alors, je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance du tableau, regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, nous avons là le filtre tissu. Donc, on remarque, c'est coché en vert protozoaire, donc c'est efficace. Ce ne sera pas efficace contre les bactéries, pas efficace contre les virus. La turbidité sera améliorée. Aucun effet sur la désalinisation, ni non plus sur les pesticides et les métaux lourds. Alors, donc, on l'a récapitulé tout à l'heure, ça enlève une partie des bactéries et ça réduit la turbidité. La durée de vie est d'environ 6 mois. Bien sûr, tout dépend de la turbidité. Le coût d'installation est très faible, le coût d'opération est très faible. Et puis, bien sûr, la maintenance est à chaque fois qu'on va utiliser ce filtre en tissu. Donc ça, c'est le filtre le plus basique, la chose qu'on peut mettre très rapidement en place. Par exemple, si il y a de réels problèmes de turbidité notamment et que vous n'avez pas encore installé au système de filtration, c'est un conseil familial qu'on peut déjà commencer à donner. Ensuite, le filtre à sable. Le filtre à sable, lui, donc on s'aperçoit protozoaires sont également correctement enlevés, rien pour les bactéries, rien pour les virus, la turbidité est améliorée. La désalinisation est inefficace, il est inefficace contre les pesticides et contre les métaux lourds. Alors, il enlève une partie des protozoaires, enfin les protozoaires, et une partie des bactéries. La durée de vie, par contre, est très longue. C'est un filtre qui est mis en place pour longtemps. Le coût d'installation reste assez faible. Le coût d'opération est quasiment nul. Et la fréquence de maintenance, bien sûr, toujours dépendante de la turbidité, est d'environ 6 mois. Bien sûr, tous ces chiffres sont donnés indicatifs, quelles que soient les technologies de filtration. Il convient sur le terrain d'évaluer l'ensemble des choses, de la qualité du sable, la turbidité générale et toutes ces choses qui font le professionnel. Ensuite, comparaison des technologies de filtration, on passe au filtre biosable ou sand filter. C'est le filtre avec la couche bactéricide juste au-dessus. Donc c'est efficace contre les protozoaires, les bactéries, toujours pas contre les virus. La turbidité, bien sûr, désalinisation non, pesticides non. Celui-là aussi, donc, en récapitulant, il enlève les protozoaires, les bactéries et une partie des virus. Et il a besoin de quelques semaines pour être efficace. Rappel, quelques semaines pour que le filtre naturel soit opérationnel. La durée de vie est longue, 10 ans. Un coût d'installation assez faible. Coût d'installation faible, un coût d'opération quasiment nul et une fréquence de maintenance mensuelle, bien sûr. Il faut l'utiliser tous les jours. La fréquence d'utilisation va dépendre du type d'utilisation également. Le filtre céramique. Alors le filtre céramique, lui, donc les protozoaires bien sûr, les bactéries également, les virus non. La turbidité améliorée, désalinisation toujours pas, pesticides et métaux lourds non. Le commentaire important, il y a une perte de charge élevée et le débit est faible. Il ne traite pas les virus. Donc ça veut dire qu'avec ces filtres, il y a une considérable difficulté à avoir une eau qui arrive à flot au robinet. Donc, c'est par exemple une eau qu'on peut consacrer à la cuisson, consacrer à la boisson. Donc, c'est une utilisation dont il faut prévenir les gens des inconvénients.
et orienter éventuellement les consommations d'eau dans les foyers en fonction de l'impératif du filtre céramique. Sa durée de vie de 2 ans environ. Coût d'installation, donc c'est un petit peu plus cher. Coût d'opération est lui quasiment nul. Et la fréquence de maintenance est mensuelle. Je rappelle, il s'agit d'un nettoyage régulier selon la turbidité. L'ultrafiltration. Alors l'ultrafiltration enlève les protozoaires, les bactéries. Cette fois-ci, on est efficace contre les virus. Et bien sûr, la turbidité. La désalinisation, toujours pas. Le pesticide et métaux lourds, toujours pas. Alors, il peut y avoir des ruptures de membrane. Ça, c'est dans les commentaires. Donc, prévoir éventuellement du matériel de rechange ou l'information sur le fait que, attention, c'est un appareil qu'il convient quand même de surveiller. La durée de vie est une durée de vie moyenne de 5 ans. Coût d'installation déjà un petit peu plus élevé et un coût d'opération également un petit peu plus élevé, mais qui reste toujours très, très modique. Et la fréquence de maintenance qui est mensuelle également, nettoyage et contrôle. L'osmose inverse. L'osmose inverse, alors déjà une technologie beaucoup plus élaborée, beaucoup plus compliquée également, efficace contre les protozoaires, les bactéries, les virus. Alors la turbidité, vous remarquez la croix dans la turbidité, effectivement, pourquoi ? C'est une question qu'on doit certainement se poser, puisque vous pourrez croire que ce filtre-là va enlever tout ce qu'il y a dans l'eau, mais justement, si vous avez une eau turbide, vous ne pourrez pas utiliser l'osmose inverse, parce que l'appareil va immédiatement ou très rapidement se colmater. Donc il faut que vous ayez réduit la turbidité avant l'entrée dans un appareil d'osmose inverse. Donc ça nécessite un préfiltre, ou alors ça nécessite d'être utilisé avec une eau qui est déjà propre, c'est-à-dire dont la turbidité est d'un bon niveau. C'est efficace pour la désalinisation et ça enlève les pesticides et les métaux lourds. Donc on a à la sortie de ce système de filtration, on a quelque chose dont l'eau est vraiment très très propre. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a absolument plus de minéraux dans l'eau. Donc ce n'est pas recommandé par l'OMS, ce n'est pas recommandé pour la santé non plus. C'est très gourmand en électricité, alors, et ça permet de désaliniser l'eau. Alors bien sûr, selon la quantité de sel dans l'eau, l'appareil sera plus ou moins pas efficace, parce qu'en sortie, ce sera de toute façon de l'eau propre, mais plus ou moins rapidement à nettoyer. Je rappelle qu'en post-urgence, qu'il y ait moins de minéraux dans l'eau, c'est moins grave. Par contre, il ne faut pas que ça dure dans le temps, sinon, effectivement, les gens se retrouvent avec des carences. C'est également vrai pour une utilisation familiale à la maison, même dans les situations normales pour ceux qui ont ce système. La durée de vie de 5 ans, le coût est très élevé, le coût d'opération élevé également, et la fréquence de maintenance aux alentours de 3 mois. Bien sûr, tout dépend de la qualité de l'eau qui rentre dans l'appareil. Alors, cette diapositive vous montre les plages d'intervention, les différentes méthodes de filtration par rapport à la taille des matières organiques et minérales et aussi le milieu vivant. Voilà, sur la page précédente, pardon, j'ai sauté ma case, vous aviez l'ensemble des technologies là, qu'on a récapitulées. Donc, ce tableau vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est possible d'utiliser. Alors, bien sûr, vous allez vous-même, en fonction des endroits où vous serez déployé, imaginer quelles sont les meilleures méthodes à mettre en place, à l'étude, bien sûr, à l'évaluation de ce qui se passe sur le terrain, des nécessités, des moyens des personnes, de ce que vous trouvez comme matériaux sur place, comme appareils sur place, ce que vous pouvez trouver dans les magasins, ce que les personnes possèdent chez elles, quel est le niveau financier, enfin toutes les choses d'évaluation qui vont vous permettre ensuite d'établir quels sont les meilleurs conseils de filtration à domicile à donner en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Donc ce tableau peut vous faire un pense-bête rapide de ce que vous pouvez mettre en place. Et celui-ci vous montre les plages d'intervention des différentes méthodes par rapport à la taille des matières organiques et minérales et aussi du milieu vivant. Donc ça vous donne l'échelle d'efficacité des appareils. Vous avez en dessous la ligne des microns, puisqu'en fait, c'est physiquement que ça empêche de passer les particules en suspension, les protozoaires, les virus, les pathogènes. Tout est une question de taille de filtration, c'est-à-dire dans
la taille du trou final dans lequel va ou ne va pas passer ce que vous voulez éviter d'avoir dans votre eau de boisson ou dans votre eau de cuisine. Donc ce tableau, regardez-le tranquillement, il fait partie de vos outils, il fait partie des outils coup d'œil, c'est-à-dire des outils qui vous donnent la compréhension du paysage général de la filtration. Voilà, merci. Bon, très bien, je commence. Alors, bonsoir à tous, encore une fois. Moi, pour ma part, je vais vous parler de la désinfection de l'eau à domicile. Bien sûr, c'est un sujet que je vais évoquer avec beaucoup de modestie. Vous connaissez tous les techniques qu'on va parcourir ce soir ensemble. C'est des techniques qui sont souvent utilisées le lendemain de cyclone quand l'eau est croupie dans les canalisations. Et donc, je ne vais rien vous apprendre. C'est simplement là pour formaliser les techniques et mettre nos connaissances à niveau. Alors, nous avons trois types de désinfection, trois moyens principaux. L'ébullition, c'est un moyen fiable et éprouvé pour tuer tous les pathogènes de l'eau. Nous avons la désinfection solaire. Les rayons UV du soleil vont pénétrer la bouteille transparente et tuer les pathogènes après plusieurs heures au soleil. Enfin, nous parlerons de la désinfection chimique. C'est des molécules chimiques comme le chlore qui vont attaquer les pathogènes de l'eau. Alors, parlons d'abord de l'ébullition. C'est une méthode traditionnelle de traitement de l'eau. Pour que la désinfection fonctionne, l'eau doit être portée à ébullition roulante et bouillonnante pendant 1 minute. L'ébullition, par contre, a des aspects positifs et négatifs. L'ébullition tue tous les pathogènes qui causent des maladies et c'est un processus que les gens comprennent et maîtrisent. Cependant, il faut 1 kg de bois pour porter 1 litre d'eau à ébullition. Il ne faut donc pas promouvoir cette technique dans les régions où le bois est rare ou l'énergie indisponible. L'ébullition ne rendra pas l'eau moins turbide. L'ébullition n'a pas d'effet rémanent de sorte qu'un stockage incorrect peut entraîner une recontamination. L'ébullition de l'eau donne un goût plat. Alors pour pallier à ce problème, on rajoutera une pincée de sel pour que l'eau soit mieux acceptée. On parlera ensuite de la désinfection solaire. L'exposition de l'eau aux rayons UV contenus dans la lumière du soleil détruit la plupart des pathogènes responsables de maladies. Un moyen simple est d'exposer au soleil des bouteilles d'eau en plastique non colorées. Dans les pays tropicaux, une période d'exposition sûre est d'environ 6 heures lorsque le soleil est au plus haut. La durée d'exposition doit être augmentée si l'eau est trouble ou si la journée est nuageuse. Un petit conseil pour accélérer le processus, on peut remplir la bouteille aux 3/4, la secouer vivement et puis la remplir totalement et enfin l'exposer au soleil. Et de temps en temps, revenir la secouer. Ça aidera le processus à se faire correctement. Alors, on trouvera encore des points positifs et négatifs. Donc, cette désinfection, vous allez voir souvent le mot SODIS. Donc, c'est l'abréviation de Solar Disinfection en anglais. Alors, c'est une technique qui détruit très bien tous les pathogènes de l'eau si l'eau est exposée au soleil suffisamment longtemps. C'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de transférer de l'eau traitée et donc cela réduit les risques de recontamination une fois que l'eau est traitée dans la bouteille. Par contre, la gestion du temps d'exposition peut être compliquée à gérer. La turbidité ne sera pas réduite et donc l'acceptation et la confiance par les utilisateurs peut être compromise. Alors, ça c'est une petite question bonus, vous n'allez pas gagner de points ni en perdre. On a déjà parlé de désinfection par UV au cours des webinaires précédents. Et en fait, si vous en rappelez, j'aimerais bien que vous le mettiez dans la boîte de conversation. En fait, c'est une technique qui est utilisée dans un autre kit d'intervention. Si vous vous en rappelez, précisez-le nous. Donc, pour les autres, le module de désinfection UV fait partie de la station Nomade
Donc, c'est une des techniques qui composent ce kit. Enfin, je vais vous parler de la désinfection chimique. Il existe de nombreux produits chimiques capables de désinfecter l'eau. Leur efficacité et leur sécurité varient. La FEDE utilise le plus souvent des comprimés de chlore pour la désinfection de l'eau en cas d'urgence. Il convient de souligner une fois de plus qu'il faut s'assurer que tous les bénéficiaires qui reçoivent ces produits chimiques sont formés à leur utilisation. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait une mission à Futuna, à Tana, et quand je suis arrivé sur place, il y avait 2 grosses caisses qui avaient été offertes par la Croix-Rouge australienne, de pastilles avec des kits, des gourdes. C'était magnifique tout ça. Le problème, c'est que c'était en anglais. Nous, on n'avait pas été formés et donc ce kit est resté en plan à la base et ça n'a pas été utilisé. Donc, encore une fois, il faut que les outils qu'on met à disposition des personnes qui en ont besoin, il faut qu'ils soient accompagnés des instructions qui vont bien. La désinfection chimique n'est pas aussi efficace lorsqu'elle est utilisée avec de l'eau turbide ou trouble. Donc, si l'eau est trouble, il faut utiliser une double dose de chlore. Il faut attendre 30 minutes que le chlore agisse avant de pouvoir boire l'eau ainsi traitée. Il faut également systématiquement évaluer l'acceptation de l'eau ainsi traitée. En fait, elle va certainement développer un goût et qui peut être rédhibitoire à l'utilisation par les populations. Alors, la technique de cette désinfection chimique a également des aspects positifs et négatifs. Donc, c'est un bon traitement des virus et des bactéries. Ça a un effet rémanent. Le chlore résiduel permet dans une certaine mesure de prévenir les contaminations futures, une fois que c'est dans les contenants pour transporter l'eau. Ça a un faible coût et il est possible de mesurer si la dose de chlore injectée est suffisante, avec un pool tester par exemple. Par contre, on a besoin d'une source d'eau non turbide. La turbidité va diminuer l'efficacité du traitement. Le goût est souvent problématique pour l'acceptation, comme je le disais tout à l'heure. La mauvaise utilisation des pastilles de chlore est souvent courante sur le terrain. Donc, si on n'a pas de formation, pas de distribution, encore une fois. Le chlore n'agit pas contre les protozoaires et le chlore se périme. Donc, il y a une nécessité aussi, avec des produits dangereux comme celui-là, de s'assurer du bon stockage du chlore et de vérifier régulièrement s'il n'est pas périmé. Le stockage, je vais vous parler maintenant du stockage sûr. Donc, une fois que l'eau a subi tous ces traitements, la sédimentation, la filtration et la désinfection, il faut s'assurer en fait que le stockage soit fait en bonnes conditions. Alors, tous les efforts visant à rendre l'eau propre sont inutiles si l'eau est mal stockée ou manipulée sans respect des précautions d'hygiène élémentaires. Il faut encourager les personnes à garder les récipients propres, couverts, hors de portée des enfants. Il est préférable d'avoir un récipient différent pour la collecte et le stockage de l'eau. Nous conseillons aux personnes affectées d'utiliser des récipients à goulot étroit pour éviter la contamination, mais dans ce cas, il sera également difficile de les nettoyer. Donc, les points clés à retenir sont un couvercle étanche, un robinet ou une ouverture étroite, une base stable, un récipient robuste, facile à nettoyer et disponible localement. Le stockage sûr, donc nous le conseillerons de nettoyer régulièrement les récipients. Il existe plusieurs solutions, utiliser du savon, du produit vaisselle, de l'eau bouillante ou des cailloux ou du sable, selon ce qui est le plus disponible et adapté. Si vous ne disposez que de récipients évasés, encouragez les personnes à les garder couverts et concevez un système pour ne pas avoir à tremper les mains ou une tasse dans l'eau, par exemple en utilisant une longue louche ou en ayant un robinet au fond du récipient. Encouragez à les laver régulièrement.
Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais passer maintenant la parole à Ludo. Merci. Merci Jean-Michel. Ok. Les solutions de traitement d'eau à domicile et stockage sûr doivent cibler en priorité les populations les vulnérables. Cela va inclure les personnes ayant un système immunitaire fragile ou affaibli, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les femmes enceintes ou les personnes dont l'approvisionnement en eau a été interrompu en raison d'une crise telle que lors d'inondations ou des personnes déplacées par la guerre et les conflits. Ça peut inclure aussi les personnes qui dépendent d'un approvisionnement en eau de surface ou un approvisionnement en eau non protégé, y compris celles qui vivent dans des zones rurales éloignées ou même dans des bidonvilles urbains. Dans le cadre de votre évaluation initiale, découvrez ce qui est considéré comme des solutions. Il faut découvrir ce qui est considéré comme une solution de traitement d'eau appropriée. Plus vous comprendrez ce qui est acceptable et disponible pour les personnes affectées, plus la réponse sera pertinente. Il est plus facile aussi d'obtenir un soutien financier pour distribuer des filtres, des sachets purs, etc. pendant la phase d'urgence. Mais une fois la distribution faite, que va-t-il se passer? Les membres de la communauté auront-ils la capacité et les moyens de réparer ou les moyens de racheter des consommables ou des pièces de rechange? Existe-t-il un marché pour le traitement de l'eau à domicile et le stockage sûr qui se développe dans le pays ou dans la zone? On a mentionné aussi plusieurs fois, pensez au plan d'entretien à long terme. Il faut que les personnes recevant l'appui de la Croix-Rouge pour un système de traitement d'eau soient à même de les entretenir au long terme. Et répondre aux attentes des personnes affectées, prendre en compte leurs besoins, leurs capacités, leurs préférences, aidera aussi à mettre en place un programme que s'appropriera la population. Voici quelques indicateurs à prendre en compte. Le nombre de produits distribués, le nombre de personnes formées, par exemple, que ce soit des personnes formées comme les promoteurs, les techniciens, le personnel, le nombre de visites à domicile qui auront été effectuées, le nombre de matériels éducatifs distribués. Donc, vous voyez ici un petit livret qui présente l'utilisation de Pure ou du WaterGuard. Le nombre d'analyses d'eau effectuées et aussi le pourcentage de foyers buvant de l'eau non contaminée. Donc là, on sera peut-être amené à mesurer le chlore résiduel ou le nombre de colonies de coliformes fécaux. Mais vous ne devez pas uniquement compter sur ces chiffres. Les systèmes de traitement de l'eau à domicile et de stockage sûr ne seront efficaces que si les gens produisent réellement de l'eau potable. Donc, il faudra toujours vérifier l'utilisation correcte des produits distribués. Nous allons maintenant faire le récapitulatif de ce webinaire. Et oui, il n'est que 1h10 depuis le début, donc on a gagné un petit peu de temps. Les points clés à retenir aujourd'hui. Comme le disait Chloé, le traitement de l'eau à domicile n'est pas limité à la technologie. Il inclut tout le processus. C'est une approche à barrières multiples. Elle associe divers comportements et technologies pour éviter la contamination de l'eau et retirer les contaminants qui pourraient rendre la consommation d'eau dangereuse. Un stockage sûr ne se résume pas à des containers, mais inclut aussi des bons comportements d'hygiène. Tout comme pour l'alimentation en eau, il y a des indicateurs spécifiques dans le manuel Sphère. Après, on l'a répété, mais on n'arrêtera jamais de le répéter, il n'y a pas de distribution sans formation et il n'y a pas de distribution sans suivi. Vous avez vu aussi qu'il existait un outil pour aider à la décision du choix de la méthode de traitement. Et nous avons vu les 3 méthodes principales de traitement, la sédimentation, la filtration et la désinfection, avec différentes options techniques pour chacune des méthodes. Et nous avons enfin vu les éléments essentiels du stockage sûr. Donc, pour vous aider à continuer sur cette thématique, nous vous avons mis sur la page dédiée à ce webinaire les 5 documents suivants. Donc, le traitement et stockage sûr de l'eau à domicile dans les situations d'urgence
de la fédération. L'introduction to Household Water Treatment and Safe Storage. Donc celui-là, il n'est pas en français de Quast. Le manuel sur SO10, si vous voulez avoir une meilleure connaissance sur la désinfection solaire. L'approche à barrières multiples pour l'eau potable et un manuel de l'UNICEF sur comment faire le suivi et évaluer les méthodes de traitement de l'eau à domicile. Sur cette diapositive, vous avez aussi 4 liens où vous pouvez aller directement trouver des informations sur cette thématique. La page d'info du webinaire. Donc, cette page, maintenant, vous commencez un petit peu à y être habitué. Donc, on est sur le webinaire 3, traitement de l'eau à domicile et stockage sûr. Donc, là, vous avez déjà la présentation qui est disponible avec la version PDF. On ajoutera demain dans la journée le lien vers la vidéo YouTube. Vous avez donc le test, le lien pour le test qui est similaire aux 2 précédents. Donc, vous allez avoir 3 essais maximum et afin d'obtenir une note de 80% et d'obtenir le certificat qualifiant quand vous avez plus de 80% y compris. La période va être assez longue cette fois pour permettre aux personnes qui partiraient aux vacances d'avoir le temps de le faire. Donc, le lien sera actif à partir de maintenant jusqu'au 15 janvier de l'année prochaine. Un petit rappel, mais a priori, il n'y a pas de souci. Donc, de vous engager à ne pas vous communiquer les réponses entre vous. L'évaluation, donc aujourd'hui, on a vu qu'il y avait eu beaucoup plus de personnes qui avaient répondu. Donc, merci encore. Et vous êtes encore encouragés jusqu'au 15 janvier à remplir les évaluations qui nous permettent de répondre un peu plus à vos attentes. La foire aux questions, donc le formulaire pour vous permettre de poser une question sur le webinaire, une question qui vous reviendrait en regardant le PowerPoint ou en regardant à nouveau la vidéo. Et toutes les questions posées sont répondues dans la FAQ. Donc la foire aux questions, ce document ici, dont le lien est ici. Et ici, c'est les ouvrages que je vous ai mentionnés, donc le traitement de l'eau de la fédération. On a mis en plus donc, le manuel Sphère, donc il y a un lien qui va directement sur le site, mais aussi la version PDF qui est disponible pour ceux qui voudraient le télécharger et faire des recherches plus facilement. Par rapport aux autres documents, on a rajouté cette fois-ci, si vraiment vous êtes beaucoup intéressé, vous pouvez, il y a une formation en ligne qui a été faite par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est sur la plateforme Coursera, qui est d'une durée en gros de 11 heures en anglais avec sous-titres en français sur le traitement de l'eau à domicile et stockage sûr, qui est vraiment très bien faite et vraiment très 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 complète. Donc on s'est inspiré de cette formation, mais comme vous l'avez compris, on a quand même réduit le temps. Donc voilà pour les éléments du site. Merci beaucoup à tous. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir parler plus longtemps, mais j'espère vous voir en présentiel milieu de l'année prochaine. Passez tous de très bonnes fêtes. À bientôt. Bonsoir à tous, bonne fête et puis à bientôt. Ouais, merci à tous, à bientôt. Ouais, merci à tous aussi, à bientôt. Puis maintenant que vous savez presque tout, tenez-vous informés et en prudence, parce qu'il y a peut-être des cyclones qui vont arriver. Salut!